Bourse, surtout ne manquez pas cette semaine fondamentale. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes à la veille, dans une semaine, des élections présidentielles aux États-Unis, de l'avant-dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, mardi 5 novembre, jeudi 7 novembre. Une première semaine du mois de novembre qui va décider si le marché action s'inscrit dans sa saisonnalité habituelle, dite du, alors je n'aime pas cette expression, dite du rallye de fin d'année. La tendance haussière est déjà bien en place. Non mais, une fin d'année qui traditionnellement est plutôt favorable à la poursuite de la tendance haussière du marché action. Pour ce faire, au-delà des élections présidentielles américaines, surtout le choix de la Fed, le 7 novembre. Le marché attend, sans grande surprise, 25 points de base de baisse de taux supplémentaires après le jumbo Fed cut de septembre, vous savez, 50 points de base. En réalité, cette semaine, celle que vous êtes en train de vivre, cette semaine du 28 octobre, et qui s'étend jusqu'au vendredi 1er novembre, rassemble tous les fondamentaux majeurs qui influencent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. J'ai bien dit tous, ils sont tous présents. L'emploi, toutes les statistiques de l'emploi, le rapport NFP vendredi 1er novembre, les chiffres de la croissance économique du troisième trimestre au sein de la zone euro, aux États-Unis, mercredi 30 octobre, l'inflation US selon le PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, jeudi 31 octobre, l'inflation préliminaire au sein de la zone euro, jeudi 31 octobre. Les résultats financiers du troisième trimestre des GAFAM, cette dimension microéconomique majeure, sachant que le S&P 0,7, les Magnificent Seven, représente 50%, elle est un peu moins du calcul du S&P 500, et rassemble la grande majorité des bénéfices attendus ce troisième trimestre, et aussi des perspectives de bénéfices ces prochains mois, ces prochains trimestres. Une semaine majeure donc sur le plan fondamental, qui va mettre toutes les bonnes idées dans la tête du comité de politique monétaire de la Fed pour faire la décision et donc forger ce que sera la tendance du marché action et du marché obligataire US et donc par contagion, par effet d'entraînement européen d'ici la fin de l'année. Je vous fais un topo complet sur le plan des fondamentaux de ces trois grandes catégories attendues cette semaine: croissance, macro, micro, inflation et emploi. Et je termine comme d'habitude par un point technique S&P 500. Bourse, surtout ne manquez pas cette semaine fondamentale. Vous l'avez compris, semaine majeure, pour ne pas dire décisive, en amont des élections présidentielles américaines et de la décision de politique monétaire de la Fed du 7 novembre, pour décider donc de la tendance de fin d'année. Deux événements fondamentaux majeurs ont donc lieu ce début de mois, les élections présidentielles. Alors c'est l'avant-dernière décision de politique monétaire de l'année de la Fed, le jeudi 7 novembre, qui au passage est aussi le jour de mes 42 ans. Alors, avant ces deux événements majeurs qui vont décider de la mise en place ou non du traditionnel rallye de fin d'année, attention, c'est juste de la statistique. Effectivement, ce que l'on observe, c'est que pour le marché action américain, la période qui s'étend de mi-novembre à fin décembre est hautement favorable à des statistiques positives. Voilà, certaines années s'écartent de la moyenne. Bon, mais bref, pour envisager justement que le marché action puisse coller à la moyenne, il faut que les fondamentaux l'autorisent. Fondamentaux, vous savez, parfois ça peut être des boulets. Et donc, ces fondamentaux, au-delà des élections présidentielles américaines, qui vont créer de la vol, mais pour la tendance immédiate de fin d'année, parce que n'oubliez pas une chose, les élections présidentielles américaines, très bien, la nouvelle présidence commence en janvier. Donc pour moi, l'événement majeur, le facteur fondamental dominant, c'est la décision de politique monétaire de la Fed le 7 novembre. Et la dernière semaine du mois, donc celle qui est à cheval sur octobre-novembre, cette semaine concentre tous les fondamentaux de premier rang qui génèrent les grandes tendances boursières. La croissance économique du T3 et les résultats microéconomiques des GAFAM, ce sera notre première partie. L'inflation US selon le PCE et l'inflation du mois d'octobre au sein de la zone euro. L'emploi US et toutes ces statistiques, la clé de voûte pour la Fed, pour le Fed Cut Pass, donc ces prochains mois, donc le Fed Cut Pass, le cycle à venir
le rythme à venir de baisse des taux d'intérêt. Vous pouvez noter que depuis début octobre, les anticipations de baisse de taux de la Fed ont été largement réduites, de quasiment 80 points de base à maintenant même pas 20 points de base. Bon, c'est-à-dire moins de 2 baisses de taux, en grande partie parce que l'économie américaine s'est écartée de la récession. Parce qu'on s'était fait peur cet été. Rappelez-vous, avec l'augmentation du taux de chômage. Ça peut aller très vite. Alors certains mettent en avant un risque de seconde vague d'inflation. Je vais en parler dans cette vidéo, vous allez voir, c'est la troisième partie. C'est la deuxième partie, puisque vous avez donc cette semaine la mise à jour de l'inflation PCE, de l'inflation US selon le PCE, qui est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Et vous allez voir que moi je ne m'inquiète pas parce que certaines de ces composantes, et en particulier le poids de l'immobilier, nous pouvons en avoir une bonne lecture via des indicateurs immobiliers temps réel. Bien sûr, il n'y a pas que l'immobilier à l'intérieur du PCE. Troisième partie, l'emploi US et toutes ces statistiques, et on terminera la vidéo par un point technique S&P 500 et GAFAM, point de situation technique hebdomadaire habituel. La croissance économique du T3 et les résultats microéconomiques et des GAFAM, cette semaine fondamentale majeure, c'est donc le mercredi 30 octobre que la croissance du PIB au titre du troisième trimestre est publiée pour les États-Unis et la zone euro. L'enjeu est de savoir si les États-Unis parviennent toujours à maintenir un niveau de croissance soutenu pour nourrir les profits prospectifs des entreprises, et si la zone euro, elle, échappe à la récession technique. La zone euro flirte avec une situation de récession technique depuis 2023. Vous avez le graphique ici sur votre droite qui nous vient de Trading Economics qui vous le montre, en comparant le taux de croissance trimestriel du PIB des États-Unis en gris et de la zone euro en bleu. Il n'y a pas photo. Quant aux États-Unis, la probabilité d'une récession économique est actuellement à sa moyenne basse historique. Alors, à la fois, la probabilité d'une récession aux États-Unis a chuté, mais en même temps, le marché s'inquiète parce que le fait que cette probabilité d'une récession US ait chuté conduit à la réduction des anticipations de baisse de taux. La question que je vous pose, qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous une forte augmentation de la probabilité d'une récession US, mais beaucoup de baisses de taux rapides, ou des baisses de taux lentes et sous contrôle, mais une croissance économique suffisamment vigoureuse pour maintenir le niveau de l'emploi? Et pour vos actions, c'est le choix numéro 2 qu'il faut privilégier. Pour les obligations, c'est le choix numéro 1. Ça, c'est sans hésiter. Mais ça peut aller très vite. Et justement, ça tombe bien, c'est la troisième partie de cette vidéo. Cette semaine, vous avez aussi la mise à jour des chiffres de l'emploi. Donc il y a tout cette semaine. Il y a tout la veille de la semaine des élections présidentielles US et de l'avant-dernière décision de politique monétaire de la Fed. Alors en parallèle, cette semaine, vous avez les résultats financiers des GAFAM qui sont publiés au titre du T3. Ces résultats sont décisifs car ils représentent l'essentiel des bénéfices réalisés du S&P 500 ainsi que l'essentiel des perspectives de profit qui sont toujours largement optimistes. Alors, rappelons que les dernières prévisions macroéconomiques de la Fed témoignent d'un optimisme de la Banque centrale quant à la croissance économique US à venir. Et enfin, je vous rappelle que cette semaine, je vais être précis, vous avez quelle belle ville comme New York. Je suis allé 4 fois, je ne sais pas si vous êtes déjà allé balader dans Central Park, est-ce que vous êtes monté dans l'Empire State Building, bon. Voilà, bref, New York, j'aimerais bien y retourner. Donc, alors, sans transition, les perspectives de profit sont toujours hautement perchées. Et vous allez voir, là où c'est vraiment majeur, non seulement ces perspectives de profit sont très optimistes, maintenant c'est reality check. Cette semaine, vous avez les résultats de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, les gars. La capitalisation d'Apple, c'est 3500 milliards de dollars. C'est le PIB de la France. De Microsoft, 3100 milliards de dollars. Là, vous avez là 5 actions qui pèsent plus que le PIB de l'Allemagne et de la France réunis. Bon, même de la Suisse, les 3 pays réunis. C'est 5 actions. Alors après, c'est un débat. Est-ce qu'on peut comparer l'agrégat de la capitalisation boursière avec le PIB? Ça, c'est un autre sujet. Mais ces résultats sont très importants. Regardez un peu l'exagération du marché. Vous avez là les anticipations de profit attendues donc au troisième trimestre pour les entreprises du S&P 500. Regardez, 18% pour le S&P 07, les Magnificent Seven, 0,1
pour le S&P 493. Non mais, parce que vous réalisez en fait que l'essentiel, la quasi-totalité du parcours boursier du S&P 500 sont cette valeur. Alors, c'est quand même assez incroyable. Ce sont cette valeur. Et je voulais vous montrer un autre graphique. Laissez-moi juste le retrouver. Voilà. Qui rappelle. Ici, j'aime beaucoup ce graphique parce qu'il compare. Il vous donne toute la structure du S&P 500. Donc, les valeurs du S&P 500, les 500 valeurs sont réparties dans 11 secteurs. Où se trouvent les stars de la tech? Les Magnificent Seven, ils sont là. Et là. Donc, vous avez 7 valeurs qui font 40% de l'indice. Donc c'est pourquoi je me suis permis de dire que cette semaine était majeure sur le plan fondamental, parce que non seulement vous avez la croissance économique du T3, et en même temps on va se projeter sur la suite. Dites-vous bien, rappelez-vous d'une chose, les anticipations de profit ne sont basées que sur les anticipations de croissance économique. Si vous prenez le dernier tableau qu'avait communiqué la Fed, vous avez ici les objectifs macroéconomiques de la Fed, que la Fed a communiqué en fin septembre. Elle est aussi très optimiste pour 2024, 2025, 2026. There is no recession ahead, comme disent nos grands amis anglo-saxons, selon la Fed. Alors, on peut le croire pour les États-Unis. L'Europe, la zone euro, la France, probablement, ont déjà un pied en récession technique. D'ailleurs, d'où la volonté de la Banque Centrale Européenne de baisser assez rapidement ses taux. Le BCE cut pace sera beaucoup plus rapide que le Fed cut pace, sauf si le taux de chômage aux États-Unis dépasse le seuil d'alerte de la Fed, fixé à 4,4% de la population active. Alors, je vous renvoie vers mon Top Gun du 21 octobre, qui vous rappelle que le marché action américain est donc déjà très cher, et qu'en termes de valorisation, il est cher, même en sachant qu'il faut tenir compte des perspectives de profit qui, elles, sont déjà optimistes. Et le marché est déjà cher en lien avec ces perspectives de profit optimistes. C'est ce qu'on appelle le price earning forward. Vous avez, je vous renvoie, c'est la vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. L'inflation US selon le PCE, je vous ai dit cette semaine il y a tout, on va pas s'ennuyer. Alors moi je suis en vacances cette semaine. Donc là, vous écoutez une vidéo que j'ai enregistrée avant de partir. Je serai de retour mercredi soir, quelques jours de repos. Imaginez-moi, je dois être quelque part là dans le Cotentin en maison d'hôte, et je m'aère l'esprit pour être prêt à faire face à cette semaine incroyable que je vais quand même suivre à distance, et avant les élections présidentielles US et la Fed, l'inflation US sur le PCE. Alors, certains craignent une seconde vague d'inflation. Alors pourtant, cette année 2024, les taux d'inflation observés en Europe et aux États-Unis ont permis à la BCE et à la Fed de pivoter, d'engager un cycle baissier de leur taux d'intérêt. L'inflation nominale est revenue à proximité de la cible des 2%. Par contre, l'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatiles, l'alimentation, le pétrole, l'énergie, essentiellement l'inflation des services, elle baisse, mais se situe encore au-dessus des objectifs de Banque centrale. Alors, il y a un stress. Alors, déjà, cette semaine, les mises à jour sont attendues le jeudi 31 octobre. Oui, donc, je vous parlais juste avant des chiffres de la croissance économique. Tout ça tombe le 30 octobre. Et donc, le jeudi 31 octobre, vous avez l'inflation au sein de la zone euro et le tout-puissant PCE US. Alors pourquoi le tout-puissant PCE US? Parce que le PCE est l'indice d'inflation qui figure dans les objectifs macroéconomiques de la Fed. Vous voyez bien ici qu'on ne voit pas le CPI. La Fed donne des cibles en termes de PCE inflation et en termes de core PCE inflation. Pour cette année, elle visait 2,3, 2,6. Elle vise 2,3, 2,6. Nous sommes actuellement déjà à 2,2. Nous sommes à 2,2 pour l'inflation nominale, donc c'est sous la cible de la Fed. Cette semaine, elle devrait tomber à 2,1. Par contre, l'inflation sous-jacente, elle est à 2,7. Elle est encore au-dessus de la cible de la Fed et elle, d'après le consensus, ne devrait pas vraiment baisser cette semaine. Après, on peut avoir de bonnes surprises. Dans ce slide, je vous ai rappelé ce qui compte pour se projeter sur l'inflation. Il faut savoir comment est composée l'inflation. Comment est composée. C'est le vrai sujet. Alors, il y a un stress en fait qui est lié à quoi? Enfin, un stress, une interrogation du marché à cause de cette remontada depuis un mois de Trueflation.
Trueflation, cette inflation en temps réel, au passage c'est basé sur la blockchain qui est la technologie du Bitcoin, il y a une remontée. Alors lorsqu'on regarde en détail, c'est en grande partie à cause des éléments les plus volatiles, notamment le prix du pétrole, l'alimentation boisson. Effectivement, ça va agir en pression sur l'inflation nominale. Par contre, l'inflation sous-jacente dans le PCE, c'est surtout l'inflation immobilière et les frais médicaux. Alors, il y a aussi bien sûr dans le PCE le poids des assurances, et ça, le taux d'inflation des assurances automobiles. Écoutez, les assureurs continuent de se gaver, hein. Ils n'ont pas envie de s'arrêter, ils nous mettent des taux d'inflation à deux chiffres, ça commence par un 1, heureusement. Bon, il viendra un moment où, voilà. Après, les gens sont obligés de s'assurer. Alors après, bon, ils mettent en avant des coûts, ok, très bien, probablement, mais bon. Ça sont, ici, les assurances et les soins médicaux sont des grandes incertitudes. Ce sont des grandes incertitudes, ça se maintient à des niveaux assez élevés, vous avez ici la santé en temps réel. Il n'y a pas de catégorie assurance, c'est réparti un peu dans tout ça. Par contre, pour l'immobilier, il y a de quoi être largement optimiste. D'une part, parce que l'inflation immobilière temps réel est largement inférieure à ce que vous avez dans les données officielles. Et comme je vous ai déjà expliqué, il faut énormément de temps pour que ces données officielles temps réel viennent dans l'inflation officielle. Et lorsque vous comparez ici l'inflation immobilière en temps réel, selon le Zillow Rent Index, ou encore le New Tenant Rent Index, qui en plus dépend du ministère du Travail, avec les chiffres officiels de l'inflation immobilière, ici dans le PCE, ici dans le CPI, vous voyez bien que dans le monde d'avant, l'inflation temps réel collait parfaitement aux chiffres officiels. Donc nous savons que les chiffres officiels, mois après mois, vont tendre vers l'inflation temps réel. Il y a donc du downside pour l'inflation immobilière. Alors, c'est important, ça pèse 18% du PCE. C'est encore plus important dans le CPI. Mais donc cette semaine, pour l'inflation corps, le vrai sujet va être les frais médicaux et les assurances. Il est clair qu'une seconde vague d'inflation, qu'est-ce qui pourrait la déclencher? C'est vrai que l'économie américaine est résiliente. C'est pas le cas en Europe. Mais pour des raisons structurelles, là, pourrait vraiment mettre en danger le scénario de poursuite des baisses de taux de la Fed. Donc vous comprenez en fait que cette semaine, tout s'imbrique, tout se rejoint. La croissance économique, les résultats microéconomiques, l'inflation. Et puis, la semaine se termine en beauté avec le rapport NFP. Vous avez cette semaine, regardez le tableau que j'ai pris le temps de vous faire, et je ne vais pas le lire, rassurez-vous. Toutes les statistiques du marché du travail états-unien sont mises à jour cette semaine. Elles sont toutes mises à jour cette semaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis que l'inflation a pris la direction de l'objectif de la Fed, le marché du travail est devenu la priorité de la Banque centrale US. Alors avec un seuil d'alerte à 4,4% de la population active. C'est le seuil d'alerte que la Fed a fixé. Alors, le bon point pour elle, c'est qu'avant cette semaine, tout est mis à jour concernant l'emploi américain. Depuis 2 mois, vous aviez eu ici la panique de l'été. Et finalement, pourtant, beaucoup d'experts expliquaient que c'était du chômage technique. Ils ont eu raison, mais la haute finance s'emballait. Les taux avaient chuté, les obligations avaient pumpé. Et depuis, le taux de chômage rebaisse parce que c'était le chômage technique. Donc, le principe du chômage technique, c'est que l'emploi revient. Le taux de chômage a reculé à 4,1% de la population active. Alors, là aussi, c'est... qu'est-ce qui est bon? Un taux de chômage qui baisserait trop vite, un marché américain, un marché du travail sous tension, peut créer des pressions inflationnistes par la croissance des salaires. Et donc ça, relancer l'inflation, c'est une catastrophe pour la réduction des taux envisagés de la Fed. Mais en même temps, cela veut dire qu'il y aurait encore de la croissance économique. Un taux de chômage qui, par contre, se dégraderait trop vite serait le signal d'une récession. Vous voyez, il faut l'entre-deux. Et cette semaine va permettre de savoir si nous sommes dans l'entre-deux ou pas. L'entre-deux, c'est quoi? C'est le scénario Goldilocks. Goldilocks. Un taux de chômage stable,
mais qui permet à la désinflation de se poursuivre, un taux de chômage pas trop haut, pas trop bas certes, mais surtout pas trop haut, qui permettent aussi la poursuite de la réduction de la croissance des salaires, mais pas trop pour maintenir la croissance des profits. Enfin, vous voyez, tout se joue comme ça. Et au final, pour moi, le scénario Goldilocks, c'est un taux de chômage qui reste autour de ce qu'il a, 4,1-4,2% de la population active, et petit à petit un régime des prix, un régime des salaires qui se normalise et qui permet à la Fed de baisser ses taux. Sachant qu'elle-même a annoncé dans ses dernières anticipations qu'elle envisageait de baisser encore deux fois 25 points de base ses taux d'ici la fin de l'année. Et voilà. Donc, vous comprenez bien. Alors, ici, je vous ai mis toutes les stats de l'emploi US qui sont mis à jour cette semaine. Il y en a énormément. Certaines sont plus à suivre que d'autres. Il faut regarder donc tout ça en détail. Je vous ai mis quelques commentaires. Et je dirais qu'il va falloir être attentif naturellement aux créations nettes d'emplois, à la croissance des salaires, qui fait le lien entre inflation et emploi. Tout ça, c'est dans le rapport EDFP du vendredi. Et bien sûr, du taux de chômage. Pensez aussi à acheter un œil au taux de chômage U6, qui prend en compte le travail précaire, les personnes ne cherchant plus d'emploi, etc. Et tout ça va donc influencer le Fed Cut Pass. Et donc tous ces chiffres, toutes ces données sont publiées entre le lundi 28 octobre et le vendredi 1er novembre. Et ensuite, au-delà, nous avons les élections présidentielles US le 5 novembre et la décision de politique monétaire de la Fed le 7 novembre. Et maintenant, si vous le voulez bien, passons à un point technique S&P 500 et secteur de la tech US, le point technique hebdomadaire habituel. Analyse technique du S&P 500 et du secteur de la tech US en cette semaine de mise à jour des résultats des GAFAM. Alors comme d'habitude, le tour d'horizon multi-time frames, multi-horizon de temps. En données mensuelles, notez que vous avez cette semaine une nouvelle clôture technique mensuelle. C'est la trame de fond, c'est la tendance de fond contre laquelle on ne joue pas. Vous savez que j'estime que ce cycle haussier finira quelque part en 2026, dès lors que nous aurons une divergence baissière prix-momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI. Et donc la clôture mensuelle qui s'annonce ce jeudi 31 octobre ne devrait pas voir de divergence. Mais donc une entrée dans cette zone de survente. Il faut plusieurs mois pour mettre en place une divergence. Donc RAS sur le plan de la tendance de fond. Alors ensuite, en données hebdomadaires, le topo reste toujours le même. J'estime donc que nous sommes dans la construction d'une 5e vague, donc c'est la dernière, c'est celle qui trouvera son sommet quelque part en 2026. Alors, les chiffres ronds agissent toujours. Effectivement, vous pouvez noter par exemple l'action des 5000 points ici, qui a produit un beau changement de polarité. Les 6000 points sont en vue. La question est, va-t-on les rejoindre en novembre, après les élections présidentielles américaines? En données hebdomadaires, RAS, tant que le marché se maintient au-dessus de son premier support, 5700, 5730 points. Alors, effectivement, il y a l'esprit de la divergence, mais elle n'est pas en zone de surachat. Mais tout de même, il faut bien avoir conscience ici que nous avons donc une avancée des prix en données hebdomadaires qui commence à faiblir. Il y a une contradiction prix-momentum qui fait que la hausse, effectivement, est poussive. La hausse est poussive. Et en même temps, le réservoir des acheteurs ne semble pas rempli. C'est ce que montrent les dernières données de l'association américaine des investisseurs particuliers. Alors, en données journalières, moi je travaille donc cette vague 5. D'accord ? Cette vague 5 se déploie en 5 temps. Elle se déploie en 5 temps. J'estime que nous avons fait le premier temps, le deuxième temps. Nous sommes dans la 3, elle-même sous-décomposée en 5 temps. Nous sommes donc quelque part dans la sous-décomposition en 5 vagues. Nous sommes dans la décomposition en 5 sous-vagues de cette vague 3, de cette grande vague 5. Voilà où nous sommes. Cette vague 3 reste le scénario technique dominant dès lors qu'elle n'enfonce pas les 5720 points, en fait même ici le sommet de la 1, et en fait le gap. Donc mon topo technique reste inchangé, c'est celui que je vous propose depuis plusieurs semaines maintenant,
à savoir que la tendance haussière reste le facteur technique dominant, et donc que les supports, les retours sur support sont des opportunités, et ce tant que le S&P 500 n'enfonce pas cette zone importante, avec ce gap ici sur le contrat futur S&P 500 du 17 septembre, et ce changement de polarité des 5720 points, rejoint maintenant par la moyenne mobile à 50 jours. Il est probable que cette sous-vague 3 de la 5 nous mène au contact des 6000 points. Et ce, tant que le marché préserve ici cette zone de support. Alors, cette semaine, vous avez donc les résultats des GAFAM. Vous avez sous les yeux un graphique, un tableau, qui expose la composition du S&P 500, et notamment le poids de ce qu'on appelle les 11 super secteurs du S&P 500. Ces 11 super secteurs dans lesquels sont rassemblés les 500 valeurs de l'indice. Et vous pouvez noter le poids complètement dominant dans le calcul du S&P 500 des stars de la tech US, 31,9%. Vous avez aussi des GAFAM qui se trouvent dans ce secteur, Communication Services. Donc vous additionnez les deux, vous avez 40%. Je vous ai dit 50%, je crois, au début de vidéo, c'était une bêtise. Donc, vous pouvez optimiser votre analyse technique du S&P 500 en pratiquant l'analyse technique sur ce secteur. Alors, comment le trouver? Écoutez, c'est simple. Vous allez sur TradingView, ici, sur TradingView, dans la partie indice, et vous avez les secteurs du S&P 500. Vous avez donc ici les 11 super secteurs du S&P 500 avec leur code. Et vous pouvez donc vous créer des listes. Moi, je me suis créé une liste secteur S&P 500 dans laquelle je les ai mis. Et j'ai donc ce secteur ici, Information Technology, qui rassemble, vous avez vu, 40% des valeurs de l'indice, un peu moins. Et alors là, vous notez la différence avec le S&P 500. Récemment, alors que le S&P 500 a fait des nouveaux plus hauts, ce secteur n'a pas cassé cette résistance. C'est tout l'enjeu de la semaine. Avec cette semaine, les résultats des GAFAM. L'enjeu technique est de savoir si, dans le sens de la tendance haussière de fond, qui ne présente pas de divergence mensuelle, ce secteur sera-t-il capable de faire un breakout? Tous les breakouts ont été suivis de la relance de la tendance haussière. Ce secteur verrait sa tendance court terme haussière invalidée en cas de cassure de support. Le support pour moi à surveiller, c'est cette zone-là. Donc c'est ici un des enjeux majeurs de la semaine, ce secteur Information Technology. Alors naturellement, les élections présidentielles américaines ont lieu la semaine prochaine, et j'aurai l'occasion, dans la prochaine édition du Top Gun, donc lundi prochain, de revenir sur ce que nous savons en fait de ce fameux cycle présidentiel américain et de ce que nous pouvons envisager en fonction de la victoire, alors soit des démocrates, soit des républicains. Merci à toutes et à tous, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et passez une bonne semaine. Merci.